Vous êtes bien sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer au sommaire de cette édition. Réduction des prix de denrées de première nécessité, l'UNBS, entendue par la Union nationale des boutiquiers du Sénégal, dénonce l'acharnement qu'ils subissent sur la politique de la baisse des prix. Ils soutiennent que le contrôle devrait commencer sur les fournisseurs dont certains ont catégoriquement refusé d'appliquer les prix homologués. Forum sur l'apprentissage numérique, le Sénégal, un des bénéficiaires de la phase 2 du projet KFIT, accueille cet événement, un projet qui était au cœur de la stratégie du ministère de l'Éducation nationale, affirme le ministre Cheikh Oumar Anne. Enfin, télécommunications, l'absence de cadre juridique freine le développement des MVNO au Sénégal. Maître Moussa Boukar Thiam, ministre des télécommunications et de l'économie numérique, s'est rendu dans les locaux de Promobile pour toucher du doigt les difficultés rencontrées. Les pages internationales et sportives mettront fin à cette édition d'information. Bonsoir, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer ce journal, le Forum mondial de l'Alliance des civilisations des organisations des Nations Unies s'est tenu ce mardi à Fès au Maroc. La députée non inscrite Aminata Touré a saisi cette occasion pour inviter les Occidentaux à réparer le tort fait à l'Afrique. Nous suivons le point. C'est connu, Aminata Touré n'a pas sa langue dans sa poche et elle n'est pas prête de changer. La preuve, elle exige aux Occidentaux des excuses et réparations. C'était lors du Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies tenu à Fès hier, mardi 22 novembre. C'est devant un parterre de dirigeants étatiques et politiques que l'ancienne première ministre sénégalaise Aminata Touré s'est encore mise dans la peau d'avocate de l'Afrique et des Africains. Après avoir en effet félicité l'Organisation des Nations Unies pour ses efforts pour la promotion du dialogue et de l'alliance des civilisations, Madame Aminata Touré a d'emblée soutenu que pour les Africains au sud du Sahara, le dialogue doit commencer par vider définitivement le contentieux de l'esclavage et de la colonisation qui ont encore des impacts sur l'Afrique et qui alimentent le racisme qu'ils vivent. Il faut que les pays occidentaux reconnaissent leurs torts, demandent pardon et s'engagent à les réparer. Sinon, c'est comme votre voisin qui vous doit beaucoup d'argent et fait semblant de ne pas s'en rappeler. Le débat sur les réparations dues à l'Afrique n'est pas un débat d'extrémistes. L'Afrique a été dépouillée de ses ressources, d'une partie importante de son capital humain. Lorsque les pays africains demandent une plus grande attribution des droits des tirages spéciaux du FMI, ils ont quand même un point de référence historique, a soutenu Mimi Touré. Elle soulignait que l'Afrique est un continent à 70% de la population à moins de 35 ans et cette jeunesse n'est plus prête à accepter les injustices dont le continent continue de souffrir. Il faut qu'un dialogue franc soit établi entre toutes les civilisations dans le sens de promouvoir le respect mutuel. C'est pourquoi il est important, selon l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, qu'un dialogue franc soit établi entre toutes les civilisations dans le sens de promouvoir la solidarité, la justice et le respect mutuel. Une plaidoirie qui ne va pas sans doute entrer dans l'oreille d'un sourd dans la mesure où elle a été devant des décideurs et dirigeants du monde. Comme annoncé dans le sommaire, la réduction des prix des denrées de première nécessité, l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal dénonce l'acharnement qu'ils subissent. Selon eux, l'État, dans sa politique de baisse des prix, a totalement perdu le contrôle sur la chaîne des valeurs. Il affirme que le contrôle de ces prix devrait commencer d'abord, a priori, sur les fournisseurs. Nous suivons Cheikh Oumar Bassoum, le porte-parole de l'UNBS. Notre présence ici aujourd'hui, c'est pour mettre les choses claires. D'abord, l'État nous met en conflit avec les consommateurs parce qu'eux, ils ne comprennent pas les dessous de notre calvaire. Cette décision de baisse des prix nous fait perdre énormément parce que nous avions déjà acheté nos produits et nos marchandises. Donc, nous revendons nos produits au prix demandé par les autorités, mais qu'ils sachent vraiment que nous perdons. Voilà
Voilà pourquoi certains produits commencent à manquer dans la banlieue de Dakar aujourd'hui. Donc nous disons à tous les consommateurs qu'ils sachent que nous, boutiquiers aussi, nous sommes des consommateurs. Donc nous n'avons aucun intérêt à augmenter les prix. Donc c'est l'État qui devrait prendre vraiment les précautions nécessaires avant d'annoncer de telles mesures de baisse de prix. Et puis grogne dans le secteur primaire, l'intersyndical des travailleurs décrète 48 heures de grève. Cette décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale d'information tenue à la sphère ministérielle. Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, cette réunion avait pour objectif d'évaluer la grève de la semaine dernière et de décliner la suite de son mouvement d'humeur. Je vous l'annonce également dans le sommaire. Ce 22 novembre 2022 s'est ouvert à Dakar le forum sur l'apprentissage numérique public de qualité à travers un séminaire sur la revue à mi-parcours du projet KFIT dans sa phase 2 visant à transformer l'éducation en Afrique grâce au TIC. Ce projet entre en droite ligne de la stratégie numérique que le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal avait déjà commencé à mettre en œuvre. Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale. Nous entamons aujourd'hui la deuxième phase du projet qui va concerner le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana, les pays de l'Afrique occidentale, pour essayer de voir comment dans notre dispositif, au regard de ce qui se fait déjà dans nos systèmes nationaux, parce qu'il faut le dire que nous utilisons chacun en ce qui le concerne les TIC, voir comment vraiment renforcer nos capacités en ciblant les écoles. Ça veut dire que là, la cible ne serait plus d'avoir des dispositifs nationaux, mais c'est d'avoir en fait les TIC, de mettre les TIC à la disposition des élèves et des enseignants dans les coins les plus reculés. Quelles sont les écoles qui seront ciblées? J'ai dit l'étendue. Le projet ne pourra pas cibler tout le système, mais nous allons voir comment travailler, avoir des stratégies et des démarches qui nous permettront à terme de mobiliser les moyens qu'il faut pour aller vers une utilisation des TUC par pour tous les élèves, les enseignants. Nous sommes dans un dispositif national où l'équité est au centre de toutes les préoccupations. Donc vraiment tout ce qui se fait aujourd'hui devrait nous mener à terme par la transformation de l'éducation qui aujourd'hui est un enjeu mondial reconnu par tous. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'être là à côté des partenaires qui nous accompagnent, l'UNESCO qui a une bonne expertise et qui nous accompagne, et la Corée aussi qui, au regard de ses potentialités et des résultats obtenus au niveau national, de son engagement dans l'international, nous accompagne dans ce projet. À l'occasion d'un forum organisé à Kaolack, le président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide de souligner les différentes mutations, notamment l'augmentation du prix de kilogramme d'arachide qui est favorable aux producteurs. À l'en croire, cette nouvelle donne va tout simplement avoir une répercussion positive sur leur quotidien en assurant justement une sécurité alimentaire. Habib Thiam, président du COPEGA. Cette année-ci, c'est très dynamique dans le monde et que personne n'ignore quand même que les prix ont flambé dans le monde. Parce qu'il faut interroger quand même l'histoire récente. Lors de la production de l'arachide, vous saviez que le produit de l'engrais était vraiment exorbitant. Ça allait à un niveau vraiment très élevé. Du coup, quand même des facteurs exogènes qui ont s'abattu quand même sur le producteur. Je pense que aussi c'est la même chose aujourd'hui sur le marché quand même de la consommation mondiale des produits alimentaires. Je pense que les produits alimentaires aujourd'hui ont connu quand même des prix exponentiels, une flambée des prix partout dans le monde, y compris aussi l'arachide. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous espérons quand même avoir une très bonne campagne parce que les prix sur l'international sont favorables quand même par rapport à la situation actuelle du pays. Je pense qu'on pourrait répercuter quand même ce prix-là, l'augmentation de ce prix est favorable quand même aux producteurs. Et en répercutant quand même ces dividendes ou bien cette évolution des prix aux producteurs, c'est cela qui permettra aux producteurs d'assurer une souveraineté alimentaire en ayant des revenus beaucoup plus conséquents et par ricochet acheter aussi des denrées alimentaires pour assurer sa souveraineté alimentaire domestique.
On a des quantités estimatives, tout simplement, parce qu'il y a la DPB qui va venir demain pour présenter les bilans de la précédente campagne. Mais nous, à notre niveau, je pense que pour ne pas trop me tromper, on est environ à peu près à 250-275 000 de graines d'arachide qu'on a exportées l'année dernière. Et qu'aujourd'hui, compte tenu quand même de l'évolution de la production de l'année dernière, on avait fixé nos objectifs et qu'on avait atteint à notre niveau, mais en attendant quand même des chiffres officiels, on était à peu près à 80% de nos objectifs. Rebondissement dans l'affaire des deux gendarmes disparus depuis le 19 novembre 2022. L'enquête qui est conviée à la brigade prévôtale de la gendarmerie indique une disparition volontaire. Les deux agents seraient impliqués dans l'affaire Pape Alignan, annonce le journal Le Quotidien. L'adjudant-chef Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou restent toujours introuvables. Je vous le disais également dans le sommaire, après avoir défendu son budget face aux députés à l'Assemblée nationale, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a repris son bâton de pèlerin dans le cadre de sa tournée dans les différentes sociétés de télécommunications au Sénégal. Le ministre a eu un tête-à-tête avec les dirigeants de Promobile sur l'absence du cadre juridique qui encadre les MVNO. Nous suivons le ministre Moussa Bocar Thiam. C'est l'occasion pour moi, au nom du président de la République, son excellence le président Macky Sall, de féliciter l'initiative, de féliciter l'ensemble des équipes de Promobile, qui est une MVNO, première expérience sénégalaise, première expérience ouest-africaine. C'est une société, comme vous savez, les MVNO n'ont pas de réseau. C'est des sociétés qui travaillent avec des opérateurs de téléphonie, de télécommunications d'abord. Et qu'aujourd'hui, nous arrivons dans une situation dans laquelle, étant donné que c'est une première expérience, il est quand même utile de bien encadrer cette société sur plusieurs niveaux. D'abord, dans ses relations avec les opérateurs de télécom, il faut que aussi, à chaque fois, que l'État ou le régulateur puisse effectivement accompagner cette société dans ses relations commerciales avec l'opérateur qui aujourd'hui est Sonatel. Avant, c'était une autre société qui était l'opérateur, c'était Free. Aujourd'hui, c'est Sonatel. Donc les difficultés d'ailleurs qu'ils ont eues avec l'opérateur Free témoignent à suffisance de la nécessité d'un accompagnement, tant sur le point de vue de conseil, sur le point de vue de la régulation, pour qu'effectivement les relations, les rapports entre les MVNO et les opérateurs soient des relations claires, dynamiques et surtout des relations protectrices effectivement du business, du modèle commercial. C'est la seule issue pour la réussite d'une société comme Promobile. Incendie à Diamniadio, un camion citerne qui avait quitté le dépôt de Senstock à Mbao transportant 30 000 litres de fioul domestique destiné à la centrale de la Sénélec de Caron a pris feu hier mardi 22 novembre aux alentours de 15 h. Selon Libération, dans sa parution du jour, le camion était stationné au niveau du poste de pesage. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de l'accident et les maisons voisines ont été évacués. Place à l'actualité internationale. En Israël, attaque à la bombe à Jérusalem ce mercredi matin. Et puis en Chine, colère sociale dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde. Enfin, aux États-Unis, une fusillade fait plusieurs morts dans un supermarché. Nous suivons les détails. Double explosion ce 23 novembre au matin à Jérusalem. Il y a un mort, de nombreux blessés et un état d'alerte générale. La police israélienne confirme qu'il s'agit d'attentats à la bombe. La première bombe a explosé à l'entrée de la ville dans une station de bus où s'alignent tous les matins de nombreux soldats en route pour leur base. Une charge dissimulée dans un sac a explosé en pleine heure d'affluence. Peu après, c'est à un carrefour au nord de la ville, à proximité d'un quartier situé au-delà de la ligne verte, qu'un autre engin explose. Selon la police israélienne, il pourrait s'agir d'un attentat combiné.
De grandes manifestations ont éclaté ce mercredi 29 novembre dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde en Chine, propriété du sous-traitant taïwanais Foxconn, selon des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux Weibo et Twitter. Ce sont de nouveaux employés qui auraient manifesté ce mercredi 23 novembre dessus par les promesses. Des commentaires vite supprimés disent que les bonus annoncés auraient été reporté à mars prochain afin de garder la main d'œuvre sur le site. Une colère contre des conditions de travail sous zéro Covid qui mute en mini-mouvement social. Aux États-Unis, un homme armé a tué 6 personnes dans un supermarché Walmart mardi 29 novembre au soir dans une ville de l'État américain de Virginie, ont déclaré les autorités locales. Le tireur est également mort, a déclaré la ville de Sisapeki sur Twitter. Nous avons retrouvé plusieurs victimes et blessés, a déclaré à la presse Léo Kozinski, officier de police de la localité de Sisapeki en Virginie, précisant que les équipes d'intervention étaient entrés dans le magasin immédiatement à leur arrivée après un appel d'urgence à 22h, 3h temps universel ce mercredi. Maintenant, place à la page sportive Qatar 2022, sortie sur blessure face aux Pays-Bas. Plus de peur que de mal pour le défenseur sénégalais Abdou Diallo qui reprend l'entraînement ce mercredi. Pour Serhou Kouyaté, lui, il est officiellement forfait pour le prochain match. Et puis toujours Qatar 2022, après Argentine, Arabie Saoudite, Maguette Ndiaye est désigné 4e arbitre du match Brésil-Serbie qui se tient demain jeudi. Nous suivons le point avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive sortie à la 103e minute face aux Pays-Bas dans le cadre du premier match des Lions dans cette Coupe du Monde 2022. Abdou Diallo n'a finalement pas grand-chose. D'après le communiqué de la Fédération sénégalaise de football publié ce mardi, le défenseur de Leipzig a été remplacé parce qu'il a subi des crampes musculaires avant de poursuivre qu'il a suivi un circuit de récupération ce jour et pourra reprendre les entraînements dès ce mercredi. Peut-on lire dans le communiqué de la FSF, Abdou Diallo décrète donc logiquement reprendre sa place de titulaire dans l'axe central de la défense des Lions pour le prochain match contre le Qatar ce vendredi. Et puis on en sait un peu plus sur l'état de santé de Serhou Kouyaté blessé lors du match Sénégal contre Pays-Bas. Le milieu de terrain se jouera pas le prochain match des Lions. La FSF informe qu'il a fait un test IRM aujourd'hui et qu'il révèle une discrète inflammation musculaire au niveau de son ischio-jambier droit. Peut-on lire sur le communiqué de l'instance. Ainsi, il prendra part à la deuxième sortie des Lions prévue dans 3 jours. Le Sénégal jouera le pays hôte, le Qatar. Enfin, pour terminer un jour et puis c'est repartir pour Maguette Ndiaye, 4e arbitre lors de l'inattendue défaite l'Argentine contre l'Arabie Saoudite 1-2 ce mardi 22 novembre. Le Sénégalais de 46 ans a été désigné par la FIFA pour une autre rencontre d'envergure dans cette phase finale de la Coupe du Monde au Qatar. En effet, comme pour Argentine, Arabie Saoudite, Maguette Ndiaye sera le 4e juge de la rencontre opposant le Brésil à la Serbie ce jeudi 24 novembre 19h GMT au Lusail Stadium. Le tiro arbitral du match sera iranien avec Alireza Faghani, Mohamed Reza Albol Fazli. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour toutes ces explications. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, le meilleur.